Donc, ça risque Désolé, d'être j'étais houleux coupé. du point de vue des questions. gars, il Mais était ça, trop il y a long. toujours des manières de contrôler, vous le savez bien, en adressant la question à des journalistes qui ont déjà été listés à l'avance. Mais ça veut dire qu'un Vladimir Poutine serait partant précisément pour, entre guillemets, affronter aussi la presse américaine, la presse occidentale, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des Ukrainiens dans la salle, mais pour répondre à des questions de cette presse-là. Pas dans un exercice de liberté totale, il faut que ce soit très cadré, ou alors ce serait vraiment un changement de style, mais qu'on n'a jamais vu en réalité de la diplomatie soviétique ou russe. Ça ne se pratique pas comme ça. On verra ce soir ce qui va se faire. Je voudrais juste te dire que quand on voit Vladimir Poutine physiquement, là je checkais un peu ce qui se disait dans les médias russes tout à l'heure, il est très intéressé d'être là. Il donne les signes physiquement qu'il est intéressé et qu'il est heureux de la manière dont ça se passe. Il n'est pas du tout, à la différence de nombreuses discussions techniques qui sont tenues avec lui, replié comme ça sur sa chaise en s'appuyant et en consultant des notes. Il apprécie l'accueil qui lui est fait. Mais on a d'ailleurs, et on le voit sur cette image-là, un Vladimir Poutine beaucoup plus souriant que Donald Trump qui ne sourit pas du tout. Pendant cette Chacun a adopté les codes de l'autre. Et c'est très bien. En diplomatie, c'est ce qui nous manque la plupart du temps. C'est de la communication interculturelle. Et ça permet quand même de lancer les choses sur de bonnes bases. C'est-à-dire, en Russie, moi, on me disait tout le temps, avant des rencontres importantes avec l'administration présidentielle, par pitié, ne souris pas, quoi. Il n'y a que l'idiot du village qui sourit. Donc, tu ne souris pas. Et à la fin, si ça se passe bien, oui, on sourira pour la photo. Mais avant, pas de sourire. Mais et à Vladimir Poutine, on a dit l'inverse. La prise de risque pour Donald Trump, elle est là. Elle est sur le risque d'avoir une photo qu'il ferait passer pour un gaga complètement transi devant le dictateur et qui serait utilisé contre lui. Il s'applique beaucoup depuis le début à pas avoir justement ce geste qui serait catastrophique en termes d'image. Il l'applaudit sur le tapis rouge. Oui, mais très brièvement. Alors peut-être que c'est voilà. En tout cas, je pense qu'il faut pas non plus être malhonnête et en faire un geste excessivement enthousiaste. Et il parvient en tout cas à se contrôler là-dessus plus qu'il n'a pu le faire par le passé. Par contre, pour Vladimir Poutine, la prise de risque, elle va être sur ce rapport à la presse. Alors même si l'exercice est contrôlé, même si les règles c'est du style 2 questions pour les Russes au président russe, 2 questions pour les Américains au président américain, les journalistes américains tenteront à minima de lancer leurs questions, n'auront peut-être pas de réponse, et c'est là où il y aura un exercice de contrôle en termes d'image pour Vladimir Poutine, c'est comment il réagit face à cet exercice-là. Est-ce qu'il arrive à garder une mine qui ne donne pas de signaux de faiblesse? Dans tous les cas, le risque est mesuré, mais c'est là que ça va se jouer pour lui. Face à ces images, Marianne. Bien sûr, Vladimir Poutine est heureux. Il est sorti de sa bulle d'enfermement. Trump lui a fait vraiment un vrai cadeau parce que maintenant, il est sur l'arène internationale. Tout le monde, en ce moment, regarde ce qui se passe. Ils sont 2 hommes qui décident du sort, on dirait, de l'Ukraine et même de l'Europe. Bien sûr, il doit être heureux. Après, c'est bien peut-être que Trump ne sourit pas parce que quand même, il est à côté d'un criminel de guerre. Je pense que ce serait peut-être même mal vu de la part des Ukrainiens si tous les deux souriaient. Ce serait à vrai dire bizarre parce qu'ils vont parler quand même des choses sérieuses et on espère qu'ils vont parler principalement de l'Ukraine, mais en même temps, on a entendu que l'Ukraine ne prendra qu'une partie peut-être de leur conversation. Elles vont parler surtout business et commerce. Et ce qui nous dérange aussi en Ukraine, c'est que l'envoyé spécial question ukrainienne qui était plusieurs fois en Ukraine, Kit Kellogg, n'est pas présent parmi la délégation. Parce qu'il est considéré par les Russes comme trop pro-ukrainien. Exactement, et c'était comme une condition de la part de la délégation russe qu'il ne soit pas présent là. Et apparemment, le côté américain l'ont bien entendu. Didier François, face à ces 3-4 images déjà qui nous ont marqué tout à l'heure, on est avec eux en direct sur BFM TV, c'est aux alentours tout à l'heure de 21h. Qu'est-ce que ça dit de la suite des discussions, ou de l'atmosphère des discussions, de l'atmosphère dans laquelle elles vont se dérouler? Elles se déroulent depuis maintenant 1h15. En fait, c'est difficile de vous répondre pour 2 raisons. La première chose, c'est qu'on a été briefé avant, enfin, les Américains ont briefé leurs partenaires européens et ukrainiens avant le début de la réunion. Là, il y a quelques conseillers qui continuent à s'envoyer des SMS, mais il n'y a pas énormément. Et grosso modo, on ne saura rien réellement avant le coup de fil prévu pour demain matin 7h avec Zelensky et 8h avec les Européens. Donc grosso modo, là, on va rentrer dans une espèce de tunnel où on connaît les paramètres de la discussion, mais on ne sait pas exactement ce que et Trump et Poutine vont se dire pour de vrai.
Voilà. Donc on est là, on va avoir... pour nous, ça va être pénible. Ça va être encore plus pénible, je l'imagine, pour les responsables on aura une grande politiques qui, implication avec la conférence de presse. devront prendre des décisions dans la foulée. Voilà. Donc, voilà. On voit bien que on va voir si ça se tient aux paramètres qui ont été définis ou pas. Sachant que, par ailleurs, l'Ukraine et l'Europe, parce que... c'est prévu, les discussions, il y a quand même deux prévues sur les relations Russie-OTAN et la sécurité européenne, sur la question du contrôle des armements, restrictions et la limite de déploiement de forces d'armement le long des frontières entre la Russie et l'OTAN. Tout ça est dans les étapes ultérieures. dans les étapes ultérieures. Donc tout ça est... et on aimerait bien savoir à quelle sauce ça va être mangé, ça. Ouais. Donc oui, mais on ne le saura pas avant demain matin. Ouais. Donc, voilà, et donc il va falloir... Voilà, on sait quels sont les enjeux, et c'est pour ça qu'ils sont importants, y compris pour les Européens et pas que pour l'Ukraine. Mais par ailleurs, il va y avoir aussi des discussions sur les routes arctiques, sur les échanges commerciaux, sur des propositions qui ont été faites d'ailleurs par les Russes, de donner aux Américains la possibilité d'utiliser, de mettre en place une structure de vente de leur pétrole, etc. Donc, en fait, ça va être large. Et par ailleurs, on ne sait pas non plus s'ils ne vont pas décider d'avoir des discussions d'ordre stratégique sur les différents traités bilatéraux, sur les questions de limitation nucléaire qui sont tous tombés de manière caduque, à commencer par un START. Donc tout ça, pour l'instant, on ne le sait pas, parce que ça reste du bilatéral. Encore une fois, on est dans une phase où les deux mammouths, là, les deux gros dinosaures qui ont 5000 têtes chacun, vont discuter de leur vision du monde chacun, puis après, on verra bien ce qu'ils veulent bien nous dire, et, voilà, et comment on va agir. Alors, les Européens ont déjà donné un certain nombre de limites ou de lignes rouges de leur point de vue, et quels sont les moyens qu'on a de les faire appliquer. Encore une fois, on est rentré dans un nouveau monde. On n'est plus rentré dans un monde où le droit international suffit. Il va falloir être fort. On m'annonce dans l'oreillette, et je la découvre en même temps que vous, la photo officielle de ce sommet Trump-Poutine. La voici. Alors là, pour l'instant, par rapport à tout ce qu'on disait, on a un Trump américain très souriant. Oui, mais ça, c'est justement, on reprend le narratif russe. Pour suivre la paix, c'est le narratif russe qui a changé, les paradigmes ont changé il y a à peu près un an. C'était gagner la guerre, et les Russes ont réussi à faire prévaloir, nous sommes pour la paix. Et donc, ce qui va se passer, c'est le grand risque pour M. Zelensky, et comme pour les Européens, c'est que s'ils n'acceptent pas un éventuel paquet, ils vont se retrouver en fauteurs de guerre. Et tactiquement, c'est très délicat, il faut faire attention. Je crois qu'il y a un danger. Elsa, je vous soumets la photo. Cette photo brute. Oui. Bon, là, pour moi, chacun communique en direction de son électorat. Et donc, Donald Trump, vis-à-vis des États-Unis, le sourire américain, c'est pas nécessairement un signe de sympathie, hein, c'est plutôt un signe de force et d'affirmation de soi. C'est un truc d'agent immobilier. Oui, en plus de ça. Mais c'est un truc américain aussi. Hein. Et Vladimir Poutine, il a un sourire de madone, hein, il est assez énigmatique. Donc, classique, efficace. On verra à la sortie des mises en scène extrêmement rodées avec les équipes que les deux hommes ont. On en a vu, on en reverra encore une fois. Des très grands voyages comme celui de Khrouchtchev avec moult signes d'attachement et de volonté de coopérer qui étaient beaucoup plus longs que ça. Hein. Des voyages de 13 jours de chaque côté ont pu faire pchit parce qu'en réalité la volonté de faire la paix et d'être des partenaires n'existait pas. Mais c'est nécessaire d'en passer par cette mise en scène. Sans cette mise en scène, les négociations n'ont aucune chance d'aboutir. Maintenant, ce qui se passe derrière les portes fermées, c'est tout autre chose. Rappelez-vous le dernier appel qu'il y a eu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, je pense que c'était le 3 juillet dernier. Les comptes rendus qui en ont été faits étaient très constructifs, ça s'est plutôt bien passé. Non, ça s'est pas bien passé du tout. Donald Trump était enragé parce qu'il voulait parler d'Ukraine et Vladimir Poutine n'en a pas parlé. Non, il a parlé d'Iran, il a parlé de Moyen-Orient et comment on allait pouvoir coopérer, nous les Russes et vous les Américains, pour régler l'ordre du monde. De l'Ukraine, il a été à peine question. Donc, derrière les portes fermées, beaucoup de choses peuvent se dire. Richard. Oui, c'est évidemment juste. Je voulais prolonger ce que disait Didier à l'instant. La notion de paquet que vous évoquiez. Si Donald Trump s'en tient à ce qu'il a dit aux Européens, à ce qu'il a même promis, si on en croit le président Macron, il négocie ou il va demander un cessez-le-feu et il va demander la réunion à 3 et il va insister sur le fait que toute autre discussion
ne peut se faire qu'en présence du président ukrainien. Ça, c'est ce que apparemment Donald Trump a dit. La difficulté, c'est que si il, peut-être par son habitude de Trump qui a tendance à parler trop quand même, parce qu'il veut obtenir quelque chose tout de suite, s'il engage le pied dans quelque chose d'autre, à ce moment-là, il ligote Volodymyr Zelensky. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que si on en revient à ce qu'il a dit aux Européens, c'est-à-dire cesser le feu et réunion tripartite dans la foulée, et que, par bonheur, Vladimir Poutine disait oui, il faudrait avoir la lucidité de dire bravo, monsieur Trump. Oui, mais justement, il y a un élément de langage qui a changé de notre côté, notamment français. C'est qu'on a commencé à accepter le principe de cession de territoire, et on en a discuté simplement les modalités. C'est-à-dire qu'on a dit il pourrait y avoir des changements de territoire si les Ukrainiens en sont d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le système où on rejetait systématiquement. Donc on a ouvert la porte. Ah, je pense qu'on a... La déclaration qui a été faite par le... C'est les modalités qu'on... Non, il n'y a que les Ukrainiens qui puissent. Non, il n'y a même pas que les Ukrainiens qui puissent, parce que les Ukrainiens, eux, ne veulent pas en soi. Donc ça n'a pas été dit comme ça du tout. Il n'y a pas de changement de frontière, il n'y a pas de changement des frontières internationales par la force. Donc après, la subtilité est entre ce qu'on appelle de juré, c'est-à-dire de droit, ou de facto, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que le cessez-le-feu se fait sur les lignes actuelles de contact, et donc avec une grande partie, donc presque 20% de l'Ukraine, qui sont occupés. C'est ça le sujet, c'est la reconnaissance. Oui, mais si vous avez un traité de paix, il y a une reconnaissance. Le traité de paix, c'est une autre affaire, c'est ne pourrait être engagé, les discussions sur le traité de paix, qu'à partir de 30 jours. Oui. Et là, pour le coup, le traité de paix, et c'est là qu'il va y avoir un désaccord, c'est pour ça que les Européens ont fait cette déclaration sur... parce que les Américains voulaient que tous les pays, à un moment, membres de l'OTAN et de l'Union européenne, puissent être signataires de la suite du cessez-le-feu. Axel Monnier nous attend là-bas, pardon Didier. Or, s'il y avait la question des changements de durée de droit des frontières, ça ne serait pas signé. Axel Monnier, du côté d'Anchorage en Alaska, ça fait 1h30 précisément que les deux délégations sont face à face désormais, ce sommet Trump-Poutine. Axel, le problème, pour anticiper ce qui va se passer maintenant, l'un des problèmes que l'on a, c'est que Trump a beaucoup varié sur sa manière d'appréhender le sujet ukrainien. Et c'est l'une des caractéristiques de façon globale de la politique trumpienne et de sa diplomatie particulièrement. Il est imprévisible, il souffle le chaud et le froid, et sur cette question ukrainienne particulièrement. On sait, à son arrivée au pouvoir, depuis de nombreux mois et depuis le début de la guerre même, il estime que l'Ukraine est responsable de cette guerre et que s'il avait été au pouvoir, elle n'aurait pas eu lieu. Il y a eu ensuite cette humiliation dans la Maison-Blanche de Volodymyr Zelensky. Mais si on se rappelle qu'il y a moins d'un mois, donc c'est pas très vieux, Donald Trump avait inversé le rapport. Il avait mis la pression sur Vladimir Poutine en estimant que s'il n'y avait pas d'accord sur un cessez-le-feu très rapidement, il y aurait de nouvelles sanctions économiques très fortes sur la Russie. Et à l'inverse, il se disait prêt à aider l'Ukraine sur des armes nouvelles. Et là, on est ici à Anchorage pour couvrir un sommet entre les deux hommes. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est de pouvoir lire Donald Trump. En fait, lui n'a que deux objectifs. Le premier, c'est faire des affaires. Il a envie, avec la Russie, de pouvoir passer des accords économiques. Certains journalistes américains estiment qu'il pourrait même proposer un accord sur les terres rares ukrainiennes, ce riche minerai particulièrement utilisé dans nos vies modernes pour les téléphones portables ou les batteries de véhicules électriques. Mais il y a aussi un aspect plus symbolique, plus personnel pour Donald Trump, puisqu'on le sait, il a en tête le but de viser le prix Nobel de la paix. Et pour cela, eh bien, il sait qu'un accord sur l'Ukraine, sur un cessez-le-feu, pourrait l'aider, sans qu'il y ait de certitude évidemment. Et pour lui, c'est un but qu'il recherche, et c'est pour ça qu'il va essayer de tout faire pour faire réussir ce sommet, même si, contrairement à ce qu'il dit, lui estime que ce n'est pas son problème si à la fin il n'y a pas d'accord. En tout cas, il va falloir voir effectivement le temps que les deux hommes se parlent, avec, on le rappelle, des côtés. Ils sont 3 face à 3 dans cette salle, donc pourtant, pour l'instant, rien ne ressort.
Axel Monnier en Corrège, en Alaska, pour cette édition spéciale BFM TV. Dans un tout petit instant, on vous remontrera toutes les images de la soirée. Elsa Vidal, c'est sérieux cette histoire de prix Nobel de la paix? C'est encore plus sérieux ce soir avec ce que l'on voit? Ah oui, absolument. Bah, ça n'a jamais été aussi possible pour Donald Trump qu'avec cette rencontre. Et puis, vous savez qu'il a déjà reçu des soutiens en fait en ce sens. Hein. Le comité Nobel a reçu des lettres de soutien de l'Angola, du Rwanda, du Congo, d'Israël, absolument. Merci de le rappeler, tu l'avais oublié. Et donc, oui, c'est un but extrêmement concret qu'il poursuit. Et puis, je pense que Donald Trump ne fait pas mystère de sa recherche des honneurs et il a aussi une vision très claire de ce qu'il veut accomplir, même s'il a tendance à se détourner des dossiers une fois qu'il les considère soit réglés, soit absolument perdus. Avec Kim Jong-un, on avait commencé sur des chapeaux de roue, puis finalement ça n'avait pas abouti et on est passé à autre chose. Donc il est effectivement engagé dans cette affaire pour une raison personnelle. Il considère qu'il a aussi cette fixation sur Barack Obama qui, il est vrai, s'était vu attribuer un prix Nobel de la paix absolument injustifié. Par anticipation. Par anticipation, ça a coûté sa place au chef, au président du comité Nobel, hein, quand même, ça lui a coûté sa place. Et c'était absolument justifié. Mais donc, dans cette bataille d'image, pour rentrer dans l'histoire, eh bien, il a une motivation extrêmement profonde. Et elle en veut une autre, hein, plutôt que de restaurer la grandeur de la Russie impériale ou de l'Union soviétique, avoir le prix Nobel, pourquoi pas. Allez, il est quasiment 23 h sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est au cœur d'une édition spéciale qui va se poursuivre jusqu'à demain matin. Évidemment, on reste en direct parce que l'on attend cette conférence de presse de ces deux présidents que vous voyez. Il était aux alentours de 21 h quand Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés sur le tarmac de la base militaire américaine d'Anchorage en Alaska. Donald Trump qui accueille Vladimir Poutine, le président américain, pour tenter de décrocher un cessez-le-feu. C'est ce qu'a en tête le président des États-Unis, Donald Trump, qui accueille donc Vladimir Poutine, entouré notamment, on va le voir sur les images, de 4 avions de chasse américains qui entourent les deux hommes. La poignée de main historique, on le verra en fonction des résultats de ces négociations ce soir pour cette rencontre en Alaska. Donald Trump qui va ensuite inviter Vladimir Poutine dans sa voiture personnelle, la voiture du président, voiture blindée, dans The Beast telle qu'elle est surnommée. Voilà le sourire du président russe, de ces deux hommes seuls, sans interprète. Ça, c'est le New York Times qui le dit ce soir, pour une image qui restera comme l'une des images de la soirée, avec celle-ci que vous allez voir. Voilà le début des discussions entre les deux délégations. Il n'y aura pas de tête-à-tête, en tout cas formel, entre ces deux hommes, Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils auront été systématiquement encadrés, sauf dans la voiture, de leurs conseillers à la Maison-Blanche, de leurs conseillers, notamment de leurs ministres. Nos envoyés spéciaux sont sur place à Anchorage, en Alaska. Vous les voyez, Axel Monnier, Antoine Lard, Laurent Saïm, qu'on va retrouver dans un instant. Nicolas Coadou, lui, est en Ukraine avec Théo Touché. Évidemment, on ira voir du côté de l'Ukraine ce que pensent les Ukrainiens ce soir face à ces dernières images qui nous parviennent d'Anchorage. Un rendez-vous, on suivra bien sûr la conférence de presse si elle a lieu, et si elle a lieu à deux. C'est encore un des mystères ce soir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Laurent Saïm en direct d'Anchorage, je le disais, ça fait maintenant un peu plus d'1 h 30 que les discussions ont commencé, avec une expression, un mot qui revient en permanence depuis tout à l'heure, c'est l'expression de cessez-le-feu. C'est ce qu'a en tête Donald Trump. Il l'a répété cet après-midi, je veux un cessez-le-feu. La question, c'est de savoir s'il arrivera à arracher ce cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Oui, ce qui semble définitivement acquis, c'est effectivement que Donald Trump parvienne à négocier un cessez-le-feu. Donald Trump qui n'a cessé de répéter à la fois dans une interview exclusive à nos confrères de Fox News, mais aussi aux 13 journalistes qui l'accompagnaient avec lui dans Air Force One, qu'il n'était pas là pour négocier pour l'Ukraine, qu'il était simplement là pour tenter de convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu et de rencontrer le président Zelensky. Alors il y a aussi quelque chose qui a été frappant lorsque vous reprenez les déclarations que Donald Trump a fait à bord d'Air Force One avant de se poser ici sur la base militaire d'Anchorage, c'est le fait que Donald Trump dise, voilà, je sais que le président Poutine vient ici en Alaska avec des hommes d'affaires et c'est parfait parce qu'une fois que la guerre sera terminée, ce sera très bien pour les Russes de faire des affaires. C'est une phrase que le président Trump a dit donc dans l'avion et c'est une phrase qui mérite évidemment de vous être relatée parce qu'il y a aussi une dimension dans la tête de Donald Trump qui aime faire des deals, de faire
un deal, comme il le dit, avec le président Poutine, non seulement sur la paix en Ukraine, mais aussi sur un avenir où chacun pourra faire des affaires. Et c'est une dimension, encore une fois, très importante. Précisément sur l'Ukraine, Laurent Saïm, quel pourrait être un deal acceptable par Donald Trump ce soir? Alors, le deal, visiblement, que les conseillers de la Maison-Blanche ne cessent de répéter, c'est que surtout cette rencontre, elle dure et que Vladimir Poutine accepte de rencontrer le président Zelensky. C'est vraiment, à chaque fois qu'on leur pose la question, ce qu'ils répètent. Le président Trump n'est pas là pour négocier pour l'Ukraine. Le président Trump n'est pas là pour négocier pour l'Europe. Le président Trump veut que le président Poutine accepte un cessez-le-feu et surtout une rencontre avec le président Zelensky. Et on en revient à ce qu'on dit tous sur BFM TV depuis plusieurs jours, à savoir cette volonté en termes de décryptage de communication de Donald Trump et de ses conseillers de montrer qu'il est capable de faire la paix. Comme votre interlocutrice le disait il y a quelques instants, Donald Trump n'a maintenant plus qu'un but: obtenir le prix Nobel de la paix. Il a encore rappelé cette semaine qu'il avait réussi à mettre fin à, selon lui, 6 guerres, notamment au Congo, notamment entre l'Inde et le Pakistan. Et là, Donald Trump, eh bien, veut absolument être celui qui parvient à faire qu'autour d'une table, le président Poutine et le président Zelensky se retrouvent, fassent la paix, sous, bien sûr, l'ombre américaine de Donald Trump. Qu'importe, comme le disent les conseillers de la Maison-Blanche, les Européens, même si officiellement, il ne faut pas vexer les Européens. Merci à vous, Laurent Saïm, en direct d'Anchorage dans cette édition spéciale sur BFM TV. Nous ont rejoint Jean de Blignesti. Bonsoir, merci d'être là. Ancien ambassadeur de France en Russie. Et Régis Janté, bonsoir Régis, Bonsoir, merci d'être là également. Journaliste, vous connaissez par cœur, notamment l'ancien espace soviétique. Et on est en plein dedans ce soir. Jean de Blignesti, est-ce qu'il y a une image qui vous surprend ce soir? Est-ce que vous êtes surpris par toutes les images qui nous arrivent depuis 21h? Alors, ce qui me frappe quand même, c'est l'extrême qualité du protocole qu'on a consacré en fait à Poutine. Et ça, il y a la main de Trump, visiblement, le tapis rouge, le fait d'aller le chercher, et avec aussi une petite touche de mise en garde, avec il n'a pas passé en revue des troupes en uniforme d'opérette. Il y avait des avions de guerre, les plus perfectionnés qui soient, les F-22. Il y en avait 4 sur le tarmac, 2 dans le ciel, plus un bombardier. Dans le ciel, plus ce bombardier B-2 qui fait la fierté des US Air Force. Donc tout était calibré avec un sens du protocole vraiment très poussé, l'attente du président dans son avion, la sortie au dernier moment. Enfin, on connaît ça. Hein, c'est de la chorégraphie. Voilà, c'est la chorégraphie du protocole. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai trouvé que les gestes chaleureux étaient réels de la part de Poutine, qui est arrivé en tendant la main de façon extraordinaire, mais Trump lui a rendu, c'est-à-dire qu'il a accueilli tout de suite. Il y a quelqu'un qui notait précédemment qu'en général, il tend la main très haut pour bénéficier de sa taille, ce qui fait que les gens petits sont toujours obligés de regarder vers le haut. Là, pas du tout, il a fait un effort. Donc il y a tout un ensemble de choses. Mais j'ai trouvé quand même, pour l'avoir fréquenté un peu, que Poutine était un tout petit peu plus crispé que ne l'était Trump. Il était tendu. Voilà, exactement. Tu as eu le même... Malgré les sourires. Malgré les sourires, il était tendu. Et ça se voit, la façon dont il se comporte avec ses bras, etc. Il y a 2 ou 3 petits signes qui montrent que c'était pas du gâteau, que c'était pas joli, il était pas à l'aise. Pas complètement en tout cas. Il l'était un peu, mais pas complètement. Vas-y, Gentil, qu'est-ce qui vous a marqué dans les images que l'on vient de passer en revue là? Non, je pensais à la première rencontre entre Poutine et Trump à Helsinki, où on a eu un Trump obséquieux, se comportant comme un petit enfant face à Poutine, et qui avait beaucoup inquiété ses conseillers à l'époque, où certains s'étaient dit il y a quelque chose de bizarre dans leur relation, et je trouve qu'on retrouve un peu de ça cette fois-ci. Bien sûr, le temps est passé, mais on a quand même un Trump obséquieux, et le fameux maître de l'art du deal qui se pose qui assomme ses interlocuteurs. Regardez comment il a géré les affaires douanières, etc.
Et là, il se soumet pas à Poutine, mais il est obséquieux à son égard, alors qu'il doit obtenir quelque chose de lui. Quant à Poutine, on sait quand même il y a une grande méfiance, que l'économie russe est quand même en assez grand désarroi en ce moment. Il y a beaucoup de craintes. On ne veut pas hériter Trump parce qu'on sait qu'il est difficile à prévoir. Et puis c'est la puissance des États-Unis qui pèse très très lourd dans cette affaire. Donc on sait que dans l'entourage de Poutine, on veut vraiment ne pas hériter Trump. Donc on est attentif à ça et ça peut peut-être expliquer cette nervosité que vous avez observée. Ça c'est important. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que cette rencontre a été faite à la demande des Russes. Est-ce que cette rencontre, ces images-là et cette mise en scène-là, telle qu'on a vu depuis 21h tout à l'heure, est-ce que c'est déjà une victoire pour Vladimir Poutine? Parce que ça avait déjà beaucoup été dit avant même que le sommet ne commence. Est-ce que là, ce soir, vous dites, bah oui, Poutine a eu ce qu'il était venu chercher? Oui, bon, incontestablement, c'était une demande de Poutine. Le traitement protocolaire qu'on lui a accordé était assez exceptionnel, il faut dire. C'est juste en dessous d'une visite d'État. C'est-à-dire, il y a tapis rouge, il passe pas en revue les troupes, mais il y a les avions. C'est une super visite officielle. Donc, il y a de quoi être content. Alors, maintenant, on va voir ce qu'il va faire pour mériter ça. Donc les difficultés commencent. Et une des raisons peut-être de la crispation de Poutine, c'est que on a entendu des cris qui n'étaient pas sympathiques. Alors il a dit j'ai pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu. Mais ça c'est quand on lui demande est-ce que vous allez arrêter de tuer des civils, est-ce que vous allez accepter de cesser le feu. Là il dit je n'entends pas ce que vous me dites. Mais je pense qu'il a intégré dans sa visite le fait qu'il y aurait quelques difficultés de ce genre. Que ça allait secouer, que ça pouvait secouer. Régis Janté, pour vous, regardez l'image officielle de ce sommet où on voit les deux présidents et le sourire, j'allais dire ultra bright, de Donald Trump. Je reviens sur Helsinki. Encore une fois, Trump se comportant, mettant ses mains comme ça, entre ses jambes, et vraiment comme un petit enfant à son égard, et ça avait fait beaucoup de commentaires. Là, c'est un peu différent. Encore une fois, le temps est passé, et il s'est aussi heurté à M. Poutine depuis son retour à la Maison-Blanche. Il a vu combien c'était difficile, que parfois les jours où lui demandait un cessez-le-feu, on frappait comme jamais sur l'Ukraine. Donc voilà, c'est un sourire de circonstance, et il ne faut pas trop s'y arrêter non plus, je crois. On ne s'arrête pas sur le sourire. Oui, je pense quand même que du point de vue de la communication politique américaine, il ne faut jamais oublier que Donald Trump, son obsession, c'est de démontrer à son électorat qu'il a tenu sa promesse d'être faiseur de paix. On dit qu'il est obsédé par le Nobel, certes, mais il est aussi obsédé par gagner les élections de mi-mandat qui auront lieu dans un an. Et politiquement, c'est quand même beaucoup plus important. Et cette image-là, comme celle qu'on a vue avant, est très exploitable auprès du public américain. On l'a dit, Poutine a marché au milieu d'avions américains, donc la puissance américaine était incarnée par ces avions, y compris ceux qui étaient dans le ciel avec le bombardier B-2. Là, cette image, c'est quand même Poutine il se trouve plus petit par la taille, et Donald Trump qui est rayonnant. Il est rayonnant comme le patron. Donc je pense que pour lui, c'est pas du tout un échec ce qui s'est passé, absolument pas. La chorégraphie, elle lui convient. Il l'avait sans doute écrite lui-même dans le détail, et dans les jours à venir, on va voir, c'est sûr, tous ces supporters du mouvement MAGA dire, vous voyez, le faiseur de paix, c'est lui, il a pris tous les risques. Mais pour ça, pardon, il faudra qu'il y ait un résultat, peut-être même ce mais soir, ou un début de résultat. N'oubliez pas que, bien sûr qu'il faut un résultat, mais n'oubliez pas qu'il a déjà ouvert une porte de sortie, en bonhomme d'affaires qu'il est.